Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Guillaume Lariche. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, de passer votre début de soirée avec nous sur Europe 1. Avec moi dans le studio d'Europe 1 Soir Week-end, Gabrielle Cluzel, éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Auteur. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Et puis Nathan Dever, écrivain et philosophe. Bonsoir. Bonsoir. Nathan. Et puis également avec nous notre invité de 20h10, Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir déjà avec vous sur cette séquence pour le moins virale d'Emmanuel Macron devant les militants, les jeunes avec Macron. Ils fêtaient leurs 10 ans d'existence au Cirque d'Hiver. Le chef d'État qui était l'invité surprise hier, autant vous dire qu'il a mis le feu. Le chef d'État qui a pu réaliser son exercice préféré, celui d'haranguer les foules. Et je suis là pour vous dire, j'ai encore besoin de vous et je compte sur vous. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour, pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Parce que vous serez là. Et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. Alors Frédéric Dabi, c'est assez inédit quand même ce genre de séquence. Il aime bien pousser de la voix notre président. On n'avait jamais entendu en tout cas Emmanuel Macron se projeter jusqu'à 10 ans. Est-ce que vous, en tant que directeur général opinion de l'IFOP, comment est-ce que vous analysez cette séquence politique ? C'est un président qui ne veut pas mourir politiquement. Il ne peut pas se représenter pour un 3e mandat. C'est une vraie différence avec certains de ses prédécesseurs. François Mitterrand aurait pu se représenter pour un 3e mandat. Il n'était pas en état physique, on le sait, de se présenter. Jacques Chirac, en 2007, jusqu'à la toute fin, il a laissé traîner une sorte de doute. C'est que vers janvier-février 2007, qu'il a fait comprendre et savoir qu'il n'était pas candidat. Emmanuel Macron, on sait que depuis le 24 avril à 8h01, il a perdu de son pouvoir puisque la loi constitutionnelle l'empêche de solliciter un 3e mandat consécutif. Donc voilà, il veut montrer qu'il est toujours là. Il veut pas être un canard boiteux, comme on dit aux États-Unis. Il ne l'est absolument pas. On va y venir peut-être du fait des questions internationales. Il ne sera pas François Mitterrand de 95, totalement silencieux pendant la campagne. Le Jacques Chirac de 2007, très silencieux également. Il sera là jusqu'au bout. Et puis c'est vrai que ce qui est très intéressant... Mais il peut revenir, puisqu'il va peut-être pas pouvoir se représenter. Et il va quitter l'Élysée à l'âge de 49 ans, c'est-à-dire plus jeune. Il peut revenir en 2032. Tout à fait. Et parler de se projeter à 5 ans, à 10 ans. Alors, on peut excuser peut-être l'ambiance un peu fiévreuse et endiablée de cette salle du Cirque d'Hiver qui n'était pas très remplie, mais qui était peut-être chaude, si je puis dire, pour qu'il se soit laissé à une telle projection qu'il n'avait jamais fait. Il n'avait quasiment jamais parlé de la vie post-2027. Mais effectivement, il veut montrer, je pense qu'il envoie un message sur le court terme, malgré tout. On oublie 5 et 10 ans, qu'il va être un président qui va chercher à être présent, à être incontournable jusqu'au bout, y compris pendant la campagne présidentielle. Parce que dans 2 ans, nous serons en fin de campagne présidentielle, un peu moins dans 21 mois. Frédéric Dabi, vous, en tant que directeur général opinion de l'IFOP, justement, l'opinion, ça vous connaît. Quelle est l'opinion actuellement sur Emmanuel Macron de la part des Français ? C'est un président structurellement impopulaire, on le sait, qui souffre d'une double critique. À l'entendre, il n'avait pas ce problème-là hier soir. Mais il a tout à fait raison, il est dans son rôle. Il y a déjà eu des présidents plus impopulaires sous la Ve République. Notre baromètre IFOP JDD, que vous connaissez bien, est le plus ancien de la Ve République, qui permet de comparer Macron-Bayrou avec De Gaulle-Debré, Pompidou-Chaban, etc. C'est vrai qu'il n'est pas le président le plus impopulaire. Il a un socle de soutien qui reste fort. Il a toujours la dimension internationale qui lui permet d'enclencher une logique de distinction. C'est-à-dire que les Français, dans nos enquêtes qualitatives, celles du JDD, nous disent oui, il m'agace, mais c'est le seul qui peut parler à Poutine, c'est le seul qui peut peut-être faire bouger les choses sur tel ou tel sujet international, même si sa politique... Ça, tout le monde le reconnaît, cette force-là. C'est cette singularité qui lui permet d'exister. Et parce que les Français, contrairement à il y a quelques années, s'intéressent de manière massive aux questions internationales, parce qu'ils ont compris que ce qui se passe dans le bureau ovale, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe même au fin fond de la forêt amazonienne peut avoir un impact sur leur vie quotidienne. Ils ont même payé pour le savoir. Terrorisme en 2015-2016, inflation au moment de la crise de l'énergie. Il est toujours, je dirais, audible sur ces questions internationales. Maintenant, les critiques sont très fortes et il souffre toujours, et c'est même quasiment depuis son entrée dans la vie politique, d'une sorte de crise de la déconnexion. C'est les Français qui nous disent, il ne nous connaît pas, il ne nous écoute pas, il ne nous comprend pas. Vous nous le disiez que sa cote de popularité n'est pas forcément bonne, mais est-ce qu'on peut faire une remontada ? Il a connu depuis 2017 3 ou 4 remontadas au moment du Covid, au moment du grand débat,
au moment 2017 quand il signe les ordonnances sur la loi travail, qui le fait même redevenir majoritaire. Maintenant, voilà, les choses sont relativement enquistées. On peut parler à certains égards d'une fin de règne, mais c'est pas une fin de règne. C'est pas une fin de règne classique. C'est pas l'année des adieux de François Mitterrand. C'est pas l'annus horribilis de Jacques Chirac en 2005 et 2006. Il reste toujours, du fait de ces bouleversements internationaux, au centre du jeu, même si petit à petit, et au fur et à mesure qu'on va rentrer dans cette pré- ou anté-campagne présidentielle, il va être un petit peu relégué. Et au contraire, la plupart des candidats, on a bien vu Gabriel Attal, vont être dans une logique de distinction, voire de rupture avec l'actuel chef de l'État. Europe 1 Soir Week-end, 20h17. Dites-moi, Frédéric Dabi, vous en tant que sondeur, est-ce que c'est raisonnable de pouvoir se projeter quand on est président comme ça actuellement en 2025, de se dire tiens, en 2032 je peux revenir, ou est-ce que la cote de popularité, les opinions, les enquêtes d'opinion, ça a du sens à cette époque? Vous savez, 2032, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On se serait vu le 6 juillet 2015, on aurait peut-être parlé ici à Europe 1 de la campagne présidentielle, on aurait sans doute cité tous les candidats possibles, sauf Emmanuel Macron. Donc, grande modestie sur ce que sera déjà la campagne de 2027. Mais vous savez, ça a été dit dans votre studio tout à l'heure, il y a un président en 81 qui a été battu, durement battu, qui avait vécu ça comme une véritable blessure. Et dès 82, il s'est représenté pour être conseiller général du Puy-de-Dôme. Nathan Devers, ça vous inspire quoi, ce qu'on a entendu de Emmanuel Macron, comme ça, prendre la parole, haranguer les foules? En effet, c'est extrêmement intéressant parce que la comparaison que vous faites avec François Mitterrand et avec Jacques Chirac, Emmanuel Macron a comme point commun avec eux, d'avoir été réélu, mais lui, il l'a été dans une situation où la France est rentrée dans l'époque du quinquennat, ce qui n'était pas le cas ni du premier mandat de Chirac ni de Mitterrand. Et c'est différent parce que le temps du quinquennat est d'abord un temps où l'action politique ne peut pas, ses effets ne peuvent pas tous se voir pendant ces 5 ans. Et deuxièmement, c'est une telle accélération de la vie politique que ça laisse moins de place pour des ambitions entre guillemets pharaoniques. Donc on a souvent dit que ça... Là vous mettez le doigt sur la durée du mandat, dont certains aimeraient qu'il soit plus de 7 ans, voire même plus long. Exactement, et on a souvent dit que le fait de passer au quinquennat rendait plus difficile pour un président la perspective de se faire réélire. Ça a été le cas des deux premiers, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Emmanuel Macron a réussi ça. L'impression que j'ai, c'est qu'il a la ferme conviction que, pour le dire très simplement, qu'il est le meilleur. Et qu'en face de lui, aussi bien dans son camp que dans les autres camps, personne ne lui arrive à la cheville, personne n'a son intelligence, personne n'a son intuition, personne n'a son intelligence stratégique. Je crois qu'Emmanuel Macron voit vraiment les choses ainsi, et que notamment par rapport à ses potentiels successeurs, il se dit ceux qui veulent éventuellement se présenter au centre droit ou au centre gauche aux prochaines élections présidentielles, franchement, par rapport à moi, il n'y a pas photo. Gabriel Cluzel, vous partagez cet avis ? Alors que Emmanuel Macron pense qu'il est le meilleur, oui, sans doute. Il reste à savoir si les autres le pensent. C'est vrai qu'étant jeune, tous les espoirs sont permis. Il a l'avenir devant lui. Je me souviens au moment du conclave pour le pape, il paraît que les cardinaux disaient il faut pas élire un pape trop jeune. Alors c'est vrai que le pape, lui, il y a pas de quinquennat, mais parce que sinon on l'aura sur le dos entre guillemets pendant longtemps si jamais on fait une erreur. Là, écoutez, on est parti avec ce président. Je pense qu'il y a une forme de drogue, en tout cas d'euphorie, qui ressemble à de l'addiction dans ce genre de fonction. Donc, on peine à imaginer qu'on puisse décrocher. Moi, je suis quand même assez surprise de son ton parce que il s'adresse, au parterre, mais aussi de facto par la voie médiatique aux Français, comme si tout le monde était là en disant, même Emmanuel Macron, nous sommes tellement tristes de savoir que la Constitution vous empêche de vous représenter. Donc il dit, mais ne vous inquiétez pas, je serai là en 2032. Donc ça a quelque chose d'un peu fou quand on imagine son niveau quand on sait son niveau de popularité, d'impopularité. Alors il n'est pas le seul responsable pour sa défense, parce que il arrive, selon moi, en bout de cycle, c'est-à-dire que c'est un toboggan, le toboggan de l'effondrement de la France. Il y a sans doute tous les partis de gouvernement qui en sont peu ou prou responsables et qui aujourd'hui, du reste, passent à la caisse par une forme ils sont plus crédibles. Mais lui, il est au bout du toboggan. À la fin du toboggan, ça va plus vite. Vous avez remarqué, là, ça s'effondre vite. Donc, il est quand même finalement comptable de ce bilan quand je vois que même en matière touristique, qui était quand même le dernier point sur lequel la France était championne, même là, son règne sera marqué par la
parliez de remontada, la démontada, ça doit s'appeler une descente en fait, en matière touristique. Donc et vous parliez d'international, c'est le dernier point. Je suis quand même un peu surprise que vous disiez que les gens, mais peut-être, moi je l'entends, mais je suis étonnée, les gens considèrent qu'il a encore une voix à l'international. Vous dites, il parle à Poutine, il parlait à Poutine, mais depuis qu'il s'est montré mis en scène en train de parler avec Vladimir Poutine, ça y est, je doute qu'il y parlera prochainement. Frédéric Alors, Labi. je vais approfondir mon propos, cher Gabriel. Je disais qu'on est dans un moment qui a beaucoup changé par rapport à ses prédécesseurs, où il y avait un soutien automatique aux questions internationales parce qu'elles n'intéressaient pas. Les Français ne voyaient pas de lien entre leur situation intérieure et ce qui se passait. Ah oui, ça j'entends. Voilà, Ouais. maintenant, ils le voient. Alors, ça ne veut pas dire, et c'est vrai que je l'ai dit un peu rapidement, qu'il est bien évalué. Jacques Chirac, c'était celui qui rapportait beaucoup de contrats, c'était le VIP de la France. Nicolas Sarkozy, c'était celui qui avait réussi à surmonter avec Angela Merkel la crise des dettes souveraines, et puis fait la paix avec entre Géorgie et puis Russie. François Hollande a eu un bilan plutôt bien perçu par les Français, je pense notamment au Mali. Et puis 10 ans après, beaucoup de Français dans nos enquêtes qualitatives nous disent mais il avait peut-être raison en 2013 de vouloir intervenir en Syrie. Ça nous aurait peut-être évité 2015, notamment la séquence terroriste. Emmanuel Macron, il est beaucoup plus audible, mais il est beaucoup plus sévèrement jugé, notamment par exemple pour les aspects que vous évaluez, que vous citez. Ils ont peut-être un peu l'impression aussi de subir leur président, les Français. Il a été quand même élu. Et c'est le premier président de la Ve République qui a été réélu, même en dehors d'une période de cohabitation. Moi, je dis toujours, oui, c'est un président impopulaire. Il n'a jamais été élu localement, on le sait. C'est peut-être c'est une sorte au cœur de ce péché originel et de cette relation très malaisée avec les Français. Mais il a été élu nettement en 2017. Et il a progressé dans son premier tour entre 2017 et 2022 pour être réélu un peu moins nettement, mais nettement face à Marine Le Pen. Alors même si on sait que 2027, il ne pourra pas se représenter, Emmanuel Macron, est-ce que pour vous, cette stratégie du chef de l'État, ce serait pour étouffer toute envie de ses proches pour 2027 ? Et ils sont plutôt nombreux à vouloir être sur la ligne de départ. On a Darmanin, Édouard Philippe. Est-ce que c'est une manière de dire justement que c'est toujours lui le patron ? Sans doute. Alors c'est vrai qu'on sait que un candidat potentiel, un impétrant, va devoir se construire en rupture avec le président en bout de course. Jacques Chirac, c'était pas François Mitterrand, au contraire. Nicolas Sarkozy, c'était le volontarisme, l'action. Donc Attal, alors à votre avis ? Le mouvement. Je vais absolument pas dire ça. Par rapport à Gabriel Attal, bien sûr. oui, par rapport à un Jacques Chirac qui paraissait usé, etc. L'image, l'analogie un peu cruelle avec les rois fainéants. Sans doute que les Français vont vouloir élire quelqu'un qui ne ressemblera pas complètement à Emmanuel Macron, notamment du côté de la proximité. Ils chercheront peut-être plus une proximité identificatoire, quelqu'un qui connaît bien le terrain, qui a un élu local. Alors on peut citer Édouard Philippe qui est maire du Havre, Gérald Darmanin qui était maire de Tourcoing, qui est député du Nord et qui est très implanté localement. Enfin, on fait de vos enquêtes d'opinion, il y en a qui se détachent plus que d'autres. Dans les enquêtes préélectorales d'intention de vote, mais qui ne sont absolument pas prédictives de ce qui se passe en 2027, c'est clairement Édouard Philippe qui apparaît le mieux placé, mais Gabriel Attal a un socle plutôt intéressant parce que on oublie qu'en 2016, Emmanuel Macron était crédité de 10 à 12% d'attention de vote, et Gabriel Attal a plutôt Gérald Darmanin, qui n'est pas pour l'instant testé dans les enquêtes, c'est plutôt bien pour lui, je pense, a une image personnelle, une équation qui est plutôt très forte, avec quelque chose d'assez original. Il est peut-être celui qui, par la trajectoire, le parcours, est le plus différent d'Emmanuel Macron, mais c'est celui qui apparaît comme le plus fidèle. Il lui a pas planté de couteau dans le dos. On ne dit pas que les relations entre Gérald Darmanin et le président actuel sont polaires, comme on peut le dire. Attero a raison s'agissant de Gabriel Attal. Donc il y a un positionnement aussi qui est plutôt intéressant. Maintenant, une question se pose. Est-ce qu'il y aura une candidature du socle commun ou deux ? Est-ce qu'il y aura une candidature LR ? Moi, ma pente, c'est que un parti aussi important que le parti gaulliste, historique, ne pourra pas ne pas avoir de candidat à la présidentielle. Ça voudrait dire 2 candidats, mais je le répète, l'offre de 2025 reste, par rapport à 2027, très parcellaire et comportant de très nombreuses inconnues. Nathan Dever. Oui, je voulais juste ajouter une petite remarque que je vous soumets comme un questionnement, sans rentrer dans la psychologie présidentielle. Il y a un syndrome que vous avez décrit, qui est le désir de rester au pouvoir le plus longtemps possible, de se représenter, de n'être jamais mort politiquement. Il y a aussi peut-être un autre syndrome, un peu étrange dans la vie présidentielle française, c'est le désir chez certains présidents de ne surtout pas avoir pour successeur leur héritier. On sait que François Mitterrand
a un peu torpillé la gauche en 95, en tout cas qu'il a aidé Jacques Chirac. On sait que Jacques Chirac s'est laissé dépasser par Nicolas Sarkozy, mais en tout cas tout le monde se souvient du soutien qu'il avait apporté contre l'avis des siens, contre l'avis de ses plus proches à François Hollande. La question qu'on peut se poser est celle-ci, sans faire de psychanalyse, mais est-ce que Emmanuel Macron, au fond de lui-même, a comme désir d'avoir un Gabriel Attal, un Édouard Philippe, un Darmanin, un Retailleau qui lui succède. Retailleau, c'est déjà pas tout à fait la même chose que sa position. Mais est-ce qu'il a envie d'avoir quelqu'un qui a travaillé avec lui en bonne intelligence, qui sera entre guillemets fidèle, à qui il va transmettre le flambeau, ou quelqu'un qui viendrait en rupture complète aux prochaines élections présidentielles, ce qui lui permettrait de revenir en majesté. En tout cas, ce ne sera pas Gabriel Attal a priori pour l'instant, puisqu'il a vraiment pris ses, on va dire, oui. Oui, et en tout cas, on peut remarquer, sans rentrer dans sa tête et sans parier sur l'avenir, que pour l'instant, Emmanuel Macron, chaque fois qu'il a eu des gens qu'il allait mettre dans la lumière, c'est-à-dire que chaque fois qu'il a choisi des premiers ministres, il a systématiquement choisi, sauf depuis la dissolution où il a été contraint, mais il a systématiquement choisi des gens qui venaient de l'ombre. Et des gens, si vous voulez, qui lui devraient tout, avec un seul critère, c'est que ce soit des gens qui soient pas trop charismatiques. C'était le cas d'Édouard Philippe au début, c'était le cas de Jean Castex, c'était pas le cas de Gabriel Attal. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant, ce désir de ne pas se nommer un successeur. Merci Nathan Dever. On reste avec vous Frédéric Dabi, on vous retrouve dans quelques instants. Très bon dimanche soir avec nous sur Europe 1, le journal de Mickaël Dorian dans quelques instants. Puis nous poursuivrons avec vous, je le disais, Frédéric Dabi, également Gabriel Cluzel et Nathan Dever. On parlera ensemble de François Bayrou. Plus de la moitié souhaite son départ de Matignon. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Europe 1 Soir Week-end, 20h31 avec Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Également dans le studio d'Europe 1, Gabriel Cluzel, éditorialiste et rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, mais également Nathan Dever, écrivain et philosophe. Près de 6 Français sur 10 veulent la chute de François Bayrou. Déjà 8 motions de censure contre le Premier ministre. Est-ce qu'il continuera de passer entre les balles, selon vous, Frédéric Dabi ? L'avenir le dira, et notamment le grand moment, ça sera la séquence budgétaire à la rentrée. C'est vrai qu'une enquête IFOP fiduciale a donné 57% des personnes qui souhaitaient le voir reversé, mais ce qui est le plus spectaculaire, c'est sa popularité. On faisait référence tout à l'heure ensemble à la profondeur historique du baromètre IFOP JDD, et je vous l'annonce. 58% qui veulent son départ de Matignon. Et je vous l'annonce de manière un peu solennelle, il a 80% de mécontents dans l'enquête IFOP JDD de dimanche dernier. C'est tout simplement le record pour un Premier ministre sous la 5e République. Alain Juppé avait 20% de satisfaits. Édith Cresson a eu un moment en novembre 91. Ça ne nous rajeunit pas 19%, mais il y avait pas mal de personnes, 10 à 15%, qui ne se prononçaient pas. En part de personnes mécontentes, c'est du jamais vu. Et cela dit, quand on est là pour annoncer des mauvaises nouvelles, comment on fait pour prendre des points ? Je vous arrête tout de suite. Le problème de la relation entre les Français et François Bayrou, c'est pas du tout le fait qu'il annonce des mauvaises nouvelles. C'est une grille de lecture en termes d'inaction. Les Français ont le sentiment qu'il est là pour durer et pas pour endurer. Alors, c'est ontologiquement lié à la situation post-7 juillet. C'était la même critique, la grille d'analyse en termes d'inaction pour Michel Barnier, mais c'était largement compensé par ce dernier, par une image personnelle très forte que n'a plus François Bayrou. Betterabe lui fait énormément de mal à cette affaire qui feuilletonne. Il a depuis la commission d'enquête, depuis quasiment le début, et qui réactive l'image, je vais être un peu trivial, du politicard, celui qui cumule, celui qui n'est pas là pour être au service des Français, parce que avec on le voit depuis des décennies dans le paysage français. Il y a des premiers ministres qui ont très clairement été perçus comme agissants. François Fillon, Manuel Valls à gauche, et même en 81, on pouvait critiquer l'action menée par Pierre Mauroy, il y avait le sentiment qu'il y avait une action. Là, on est dans un moment que j'ai appelé l'éclipse du politique. Le politique devient une sorte d'astre mort. Les Français ont l'impression depuis le 7 juillet, parce qu'il ne se passe objectivement plus rien, que les politiques ne leur parlent plus. Quand on regarde ce qui a été mis sur l'agenda parlementaire depuis quelques semaines, est-ce que la proportionnelle, est-ce que la loi PLM, est-ce que le fait, moi, c'est, à mon sens, citoyen, c'est une bonne chose, que l'on nomme le colonel Dreyfus général à titre posthume, est-ce qu'on parle aux Français quand on débat de ces choses-là? Il y a bien sûr les retraites, où les Français ont décodé le conclave comme le Premier ministre ne veut pas trancher et refile la patate chaude aux partenaires sociaux. On est dans la rupture avec ce que j'appelle la promesse du politique, qui est, en échange de mon vote et de mon soutien, vous, politiques, vous contribuez à résoudre des problèmes, vous améliorez ma situation, vous changez la vie. Et c'est clairement
Ça, le cœur de son impopularité, c'est pas du tout des mauvaises nouvelles. Alors bien sûr, ça va sans doute déplaire. Des mauvaises nouvelles, c'est 40 milliards d'économies, mais c'est pas ça, si je puis dire, le fond du problème. C'est écoutez Europe 1, 20h34, Gabriel Cluzel justement sur François Bayrou. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de personnel et quelque chose de conjoncturel qui contribue à son impopularité, lui aussi. Le personnel, c'est que finalement, il est comme Premier ministre, comme il est à Pau. Moi, j'en ai discuté avec beaucoup de Palois qui me disaient, il est pas spécialement apprécié, mais il y a personne face à lui. Vous voyez, il y a personne d'autre finalement. C'est François Bayrou ou rien parce qu'il y a pas de personnalité qui a émergé, municipale, etc. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que François Bayrou, bah c'est lui qui tient s'il n'y avait pas eu François Bayrou après Barnier, bah il y avait plus rien en réalité. Donc il est là, bon et il n'est là que pour tenir. C'est la Madame du Barry de la politique. Encore 5 minutes, Monsieur le Bourreau. Donc c'est tout. Il est là pour tenir et il fait du surplace. Il est immobile. Il n'avance pas. Il reste au maximum dans l'ambiguïté, comme le cardinal de Retz, pour pas faire de faux pas. Évidemment, c'est vécu comme un immobilisme qui n'avance pas, recule. Ça c'est assez évident. Moi, je retiens un mot quand même qui a marqué et qui était relativement provocateur, disons qui était assez fort pour un homme qui reste au centre en permanence, pour quelqu'un du Modemland, c'est la submersion migratoire. Mais comme Giscard avait pu parler d'invasion, mais c'en est resté là. Il n'y a pas eu, il s'est rien passé de plus. Mais disons que si on me demandait qu'est-ce qui a marqué dans le passage de François Bayrou, bah je dirais cette expression, voilà. Bon, François Bayrou, 80% d'opinion défavorable, c'est ce que vous nous avez expliqué, Frédéric Dabi. Pas certain donc avec le mur du budget qui arrive à l'automne que ça soit bien facile pour lui, ce Premier ministre, et peut-être même pas besoin d'attendre une motion de censure. Une nouvelle dissolution pourrait venir très prochainement, en tout cas dès mardi, c'est ce que permet la Constitution. À nouveau, notre président de la République, Emmanuel Macron, pourra, s'il le souhaite, bien faire une dissolution de l'Assemblée nationale. 1 an, c'est le temps obligatoire avant de rebattre les cartes s'il le veut. Est-ce que le chef de l'État pourrait tenter de récidiver? Je vous propose d'écouter justement Emmanuel Macron. Là, les Français veulent que tout le monde travaille ensemble et qu'on ait des résultats concrets pour que la vie des gens s'améliore. C'est la seule chose qui doit compter. Alors, le chef de l'État, lors d'un déplacement à Saint-Germain-en-Laye, balaye toute l'idée de restructuration pour l'instant et botte en touche, Frédéric Dabi. Oui, alors il retrouve un pouvoir très important pour un chef de l'État. Alors ça crée une situation d'incertitude. Personne ici dans ce studio ne peut dire avec certitude quel sera le prochain scrutin proposé aux Français. Est-ce que ça sera un référendum à la rentrée? Est-ce que ça sera une dissolution fin septembre, début octobre? Ou est-ce que ça sera, comme prévu dans le calendrier électoral, ces fameuses élections municipales, dernier scrutin avant l'élection présidentielle, comme ça avait été le cas en 2001-2002. Emmanuel Macron a raison de ne pas s'avancer. Dans une enquête IFOP fiduciaire pour Sud Radio, on a 1 Français sur 2 favorable 50%. à une dissolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que par famille politique, il y a 2 familles politiques, 2 familles de sympathisants qui sont massivement favorables à une dissolution. Les sympathisants insoumis et les sympathisants du Rassemblement national, prêts à renverser la table. C'est tous ceux qui veulent renverser la table. On est d'accord. C'est ça. Et c'est beaucoup plus qu'en janvier. Oui, c'était même au mois de juin d'une enquête pour LCI, c'était 41%. Maintenant, est-ce que les Français pronostiquent, parce qu'ils peuvent le souhaiter, est-ce qu'ils pensent que ça va se produire? On est à peine à 1/3 qui pronostique une future dissolution. La question aurait été posée quelques jours avant le 9 juin, on aurait eu un chiffre encore inférieur. Donc, prudence sur cette donnée. Nathan Dever. Mais cette Assemblée nationale, elle a quand même une grande vertu, c'est qu'elle représente l'opinion publique. On peut dire ce qu'on veut, elle pousse à l'inertie, elle empêche d'agir politiquement, ce que vous expliquez sur la popularité, enfin en l'occurrence l'impopularité de François Bayrou. Mais cette Assemblée, elle est à l'image de la France d'aujourd'hui, où vous avez 3 blocs idéologiques qui sont un peu incommensurables, un peu hermétiques l'un à l'autre, un bloc de centre-droit, de centre, gauche-droite, on va dire, certains diraient d'extrême centre, un bloc de gauche mais dominé par son pôle le plus extrême, et un bloc de droite dominé aussi par son bloc le plus extrême, et son pôle le plus extrême. Le fait est que, depuis 1 an, je pose la question, est-ce que la classe politique, les députés, les parlementaires, ont donné l'impression de dépasser leur clivage personnel, de dépasser leurs intérêts partisans, pour obéir à ce qui normalement et doit être l'esprit de la République, c'est-à-dire l'intérêt général, ou est-ce qu'on a eu surtout que rien ne dit que de dissoudre l'Assemblée nationale, ça va régler les problèmes. Bien sûr. Il y aura Est-ce qu'on peut-être n'a pas pas des eu fonds l'impression républicains aussi forts qu'au second tour.
Je parle du second tour, notamment du côté de la droite et du bloc central. Peut-être. Et est-ce que pour l'instant, oui. Ouais. Ça serait intéressant d'ailleurs. Bah, Ça ça serait sera, vraiment politique. Oui, et vous prononciez le mot de politicard. Et est-ce que, pour l'instant, depuis un an, le spectacle qui a dominé au Parlement, c'est celui de parlementaires, de politiques qui étaient globalement politicards, qui nous ont fatigués pour des histoires. Souvenez-vous des névroses sur l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Là, ils étaient vraiment extrêmement investis sur ce genre de sujet qui n'intéresse évidemment pas les Français, qui ne change pas la vie de personne. Vous avez expliqué un certain nombre de sujets qui, en effet, n'auront pas d'incidence centrale dans la vie des Français et pour les problèmes des Français. Est-ce qu'ils ont ce sentiment ou est-ce qu'ils ont le sentiment que la classe politique a été à la hauteur? Je ne suis pas certain. Bon, en tout cas, il y a le RN qui presse Emmanuel Macron de dissoudre de nouveau, et avec quelle stratégie pour le parti de Jordan Bardella ça pourrait être utile? Sans doute. Alors, on sait que l'électorat RN maintenant, même s'il devient attrape-tout et beaucoup plus interclassiste que par le passé, a toujours ce risque d'être abstentionniste. C'est un électorat qui peut pas être en déshérence, qui ne peut pas hiberner. Il faut toujours le mobiliser. On se souvient comme les régionales de 2021 où le RN avait été, où les électeurs RN avaient peu voté, avait fait du mal à la campagne de Marine Le Pen en 2022, notamment sa mobilisation pour le premier tour. Le RN est le premier parti de France, on l'a vu aux européennes, on l'a vu au premier tour des élections législatives, et sans doute escompte-t-il, sans doute de ne pas avoir la majorité absolue, mais d'être plus que jamais le premier groupe à l'Assemblée nationale. Mais par rapport à ce qu'a dit Nathan Devers, c'est exactement ce que nous disent les Français, c'est-à-dire que où est l'intérêt général? Et parce que il y a cette éclipse, j'espère momentanée, du politique, les Français cherchent des acteurs de confiance de substitution. Et il y en a deux qui émergent de manière très spectaculaire, dans toutes nos enquêtes, les dirigeants d'entreprise, qui eux concrètement changent la vie des gens, et bien sûr les élus locaux. Je parlais des élections municipales, les maires, même sur leur demande de plus en plus, même s'il y a une forme de défiance qui peut contaminer le local, demeurent l'acteur absolu de confiance. Dans une enquête IFOP pour l'inspiration politique, la cote de satisfaction des maires, c'est en gros 70%, c'est 50 points de plus si on fait cette comparaison audacieuse avec celle du Premier ministre. Le regard de Gabriel Cluzel. Non, mais ce serait intéressant de voir de fait sur un plan politique ce qui se passerait s'il y avait dissolution. Est-ce que après tout le comment dire les polémiques, pour parler de façon extrêmement pudique, autour de la France insoumise, des liens avec le Parti socialiste, etc. Est-ce que le Front républicain se reformerait? Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec Nathan quand il dit que l'Assemblée reflète le pays, puisque le Front républicain a quand même passablement tordu le bras. Alors après, les gens sont majeurs et vaccinés, ils votent pour qui ils veulent, mais néanmoins, il y a eu des alliances de la Carpe et du Lapin qui ont tordu le bras au reflet, exact qu'aurait pu représenter l'Assemblée nationale. Donc, ce serait intéressant de savoir si ce Front républicain se reconstituerait. Après, le problème du RN, je pense, et ça va se avec le budget, c'est que il a un électorat qui a à la fois envie de renverser la table, mais en même temps un électorat qui a besoin d'un peu de respectabilité. Enfin, vous parliez d'attrape-tout. Si le RN veut élargir sa base, faut à la fois qu'il garde les gens qui souhaitent renverser la table et à la fois montrer qu'il est respectable. Donc, en demandant la dissolution, il renverse la table. En la demandant pas, il est respectable. Donc, il va falloir trouver pour lui la ligne de crête compliquée entre ces deux options. Très rapidement, Frédéric Dabi, un petit mot de fin? Oui, alors, par rapport à ce qu'a dit Gabriel, cette ligne de crête, le RN le trouve avec la motivation des électeurs à voter pour ce parti, ce qui est très intéressant. Et on l'a vu dans les enquêtes électorales, préélectorales, présidentielles, très peu de différence de niveau de vote entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le levier aujourd'hui majeur du vote RN, c'est un vote d'alternative. C'est leur tour, pourquoi pas eux? On ne les a jamais essayés. Et une campagne législative pourrait leur permettre d'actionner ce levier-là. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Dans un instant, le journal permanent, puis nous parlerons de la baignade dans la Seine. Les sites ouverts hier sont déjà fermés. Allez, à tout de suite sur Europe 1.